Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. C'est une petite révolution dans le monde de l'autisme. L'inclusion des enfants atteints de troubles autistiques à l'école fait véritablement son chemin. Mais alors, dans quel cadre et justement sous quelles recommandations de la haute autorité de santé? On va en parler avec nos deux invités en première partie de notre émission. Et si les Français parlaient enfin plusieurs langues? C'est le défi aujourd'hui des jeunes dans un monde où les langues sont désormais considérées comme des acquis. Ce sera la discussion de la seconde partie de notre émission. Dans sa chronique, Alix Nguyen fera la lumière sur le parcours de Sophie Adno, l'astronaute française actuellement à bord de l'ISS. Mais tout de suite, place à l'actu avec Alix. Bonsoir Alix. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Violence sexuelle dans le périscolaire à Paris, les parents sortent du silence. Il y a quelques semaines, des municipales, des parents d'écoles maternelles parisiennes dénoncent des violences sexuelles et physiques dans le périscolaire après la diffusion d'images dans l'émission Cache Investigation fin janvier. Plusieurs centaines de familles se mobilisent pour briser l'omerta et obtenir des garanties sur la sécurité des enfants. Depuis 2018, des faits graves sont dénoncés dans plusieurs établissements, comme en 2019 à l'école Paul Dubois. L'une des mères, partie civile de l'affaire, attend encore que son fils soit parti pour prendre la parole. Des propos recueillis par Émilie Tran pour France Culture. Aussi bien les animateurs et la responsable des animateurs, aussi bien que le directeur de l'établissement, nous ont opposé un mur du silence. Ils avaient interdiction de répondre à nos questions. On était, nous, à ce moment-là, dans un tel niveau de détresse qu'on avait peur de tout, en fait. Il fallait pas qu'on parle, parce que sinon on nous aurait accusé d'avoir répandu des choses qui ne sont peut-être pas vraies, ou qu'on aurait mis dans la tête des autres parents des choses alors que peut-être que leur enfant n'était pas concerné. Enfin, c'était une atmosphère comme ça excessivement lourde. Et certains animateurs ont été suspendus, d'autres mutés malgré les alertes. Les parents pointent des manquements dans les procédures de signalement et la réaction tardive des autorités. En réponse, la ville de Paris a lancé un plan d'action, formation obligatoire des animateurs, identification par badge, création d'un défenseur des enfants et suivi des signalements. En 2025, 46 agents ont été suspendus, dont 20 pour suspicion de violences sexuelles. La mairie de Paris est cependant moins radicale au sujet des violences dites ordinaires. C'est ce que dénonce Elisabeth Gutmann, la cofondatrice d'SOS Périscolaire. Quand un enfant se fait insulter, humilier, frapper, la plupart du temps, il ne se passe absolument rien. Ça va être des humiliations, des coups, des insultes, des enfants qui sont enfermés dans le noir, dans une pièce, ce genre de choses-là. Et ça, en fait, ça mène extrêmement rarement à des sanctions. 73 parents ont déposé une plainte collective courant février. Maître Florian Lastel, leur avocat, attend des réponses. L'administration va devoir rendre des comptes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la conviction et on a des éléments extrêmement tangibles qui nous font penser que les signalements ont été dissimulés. L'institution judiciaire, dans le cadre de son travail, va interroger les membres de l'administration responsable du périscolaire, vont effectuer des actes d'enquête qui vont permettre de vérifier si les signalements des plaintes précédentes ont été dissimulés aux parents. Et vendredi dernier, près de 250 parents ont signé une lettre pour interpeller Emmanuel Macron sur le sujet des violences dans le périscolaire. Dans l'ouest de la France, la décrue s'amorce lentement et les élèves retrouvent le chemin de l'école. Une rentrée adaptée mais maintenue, Alix. Oui, les principaux cours d'eau de l'ouest amorcent une décrue progressive. La priorité de ce lundi était la reprise des cours. La plupart des établissements de la zone A ont ouvert normalement. Peu de fermetures, des aménagements ciblés. Les autorités académiques ont privilégié la continuité pédagogique, comme à Meillan-sur-Garonne, où l'école accueillait ce matin des enfants d'une autre commune. Rémi Brancato de France Inter était sur place pour assister à l'arrivée des premiers élèves. En fait, à l'école, c'est inondé. Donc, du coup, aujourd'hui, on est ici. Je sais pas si c'est juste aujourd'hui ou plusieurs jours. Rentrée presque normale, malgré des territoires encore fragilisés. L'alerte enlèvement pour retrouver 3 enfants en Seine-Saint-Denis a été levée ce samedi. Le bébé a été retrouvé vivant. Les recherches se poursuivent pour son frère et sa sœur. Le bébé de 6 semaines souffrant d'une cardiopathie a été retrouvé à Lille et reçoit les soins nécessaires. Ses 2 frères et sœurs âgés de 18 mois et 2 ans et demi restent introuvables. Les parents sont activement recherchés. 2 membres de la famille ont été placés en garde à vue pour complicité. Une enquête pour enlèvement de mineurs en bande organisée est en cours. Les enfants avaient fait l'objet d'une ordonnance de placement à l'aide sociale à l'enfance. Le procureur de la République de Bobigny, Éric Matet, lance un appel aux parents. Je voudrais adresser un message aux parents des 3 mineurs. Vous avez réalisé un geste important
un bon geste, un geste de parents aimants, en déposant Dalia à l'hôpital pour qu'elle puisse être soignée pour sa maladie cardiaque. Eline et Naël sont encore tout petits. Ils ont également besoin d'être pris en charge très rapidement, de manière adaptée et sécurisée. Le plus tôt sera le mieux pour eux et je vous invite à contacter au plus vite un service de police pour vous identifier. Et avis à nos téléspectateurs, si vous localisez les enfants, appelez le 197. Autre sujet en lien avec le Salon de l'Agriculture, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a présenté un plan pour soutenir les femmes dans le secteur. Oui, un plan national pour aider les femmes. Elle représente en l'état 29% des actifs permanents agricoles contre 32% en 2010. Engins agricoles non adaptés, contraintes familiales. Les agricultrices peinent encore à s'imposer dans un milieu très masculin. On écoute le témoignage de Mathilde, 16 ans, qui envisage de reprendre l'élevage de moutons de son père et qui anticipe des difficultés techniques. C'était au micro de Marion Deguet pour RMC. Il y a des choses comme retourner un bélier, je ne vais pas pouvoir le faire avec ma force à moi. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ont été faites, comme les cages de retournement par exemple pour faire les ongles des pieds des animaux, pour que nous les femmes on puisse le faire. Voilà, c'était au micro de Marion Degas pour RMC. À l'international maintenant, 4 ans de guerre en Ukraine, des enfants toujours en danger. 4 ans après le début du conflit, plus d'un enfant sur 3 en Ukraine reste déplacé. Les bombardements, les destructions d'écoles et d'hôpitaux, mais aussi les alertes quotidiennes rythment toujours leur vie. À Kiev, les familles tentent de recréer une routine pour protéger les enfants, mais ces derniers sont profondément marqués par l'insécurité et la peur. On écoute Mavilet, 5 ans, puis sa grande sœur Niyal, des témoignages recueillis par Claude Guibal, Marc Garvenès et Yachar Fasilov pour France Inter. Спускатися в підвал. Quand il y a la sirène, on doit descendre dans le sous-sol et rester là-bas jusqu'à ce que ça s'arrête. Весело, коли іграшки дають. А якщо rigolo quand on nous donne des jouets. Mais quand on n'en a pas, il faut rester sage et je m'ennuie. Je peux dire encore quelque chose? À l'école, quand on fait la sieste, et qu'il y a la sirène qui commence, et ben moi j'ai un peu peur. Я трошечки боюсь. У мене є однокласниця Ася. J'ai une copine, Asia. Часто про війну. On parle ensemble de la guerre. Вона така емоціональна. Elle est très sensible. Іноді кричить, іноді плаче. Parfois elle crie ou elle pleure. Je la calme, je lui dis inspire, expire, détends-toi. Comment tu as appris ça? C'est moi toute seule. Une enfance bien moins légère et insouciante que celle de leur maman Assier. C'est une enfance totalement différente. Je me souviens de mon enfance où le plus beau des cadeaux c'était un bonnet, des chaussettes, quelque chose de nécessaire. Aujourd'hui, les enfants ont une enfance normale sur le plan matériel, mais c'est vivre qui est effrayant parce qu'il y a les alertes, les frappes, les coupures d'électricité. Un quotidien qui reste donc dicté par la guerre. Selon l'Institut américain CSIS, ces 4 ans de combat ont fait près de 2 millions de victimes dans les deux pays. Et les civils ukrainiens sont plus de 6 millions à avoir fui leur pays, à s'être réfugiés dans d'autres pays européens comme la France, qui en accueillit 73 000. Raphaël Ben Abdelmoumen a voulu savoir à quoi ressemble leur quotidien. Il s'est entretenu avec Daria, 22 ans, une réfugiée installée à Grigny dans l'Essonne, qui tente de trouver un équilibre entre ses racines ukrainiennes et sa nouvelle vie en France. C'est 50-50. Tradition en France et tradition ukrainienne aussi. Ça reste dans ma cœur, mais je prends beaucoup de traditions en France. Pour moi, pour ma famille, je préfère habituer ici et s'intégrer. Et si elle a des enfants, Daria entend bien pouvoir leur transmettre sa culture et leur montrer l'Ukraine un jour. Et pour finir, un regard sur le cinéma. Au BAFTA 2026 à Londres, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson a remporté 6 récompenses, dont meilleur film et meilleur réalisateur. Et oui, ce qui confirme son statut de favori aux Oscars. Pour les téléspectateurs qui ne l'ont pas vu, le film raconte la traque d'anciens révolutionnaires par des suprémacistes. Il a marqué le jury par son mélange de tragédie et de comédie. S'agissant du reste du palmarès, Robert Aramayo a été sacré meilleur acteur pour son rôle dans I Swear. Il y incarne un jeune homme atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Jessie Buckley a quant à elle remporté le prix de la meilleure actrice pour Hamlet.
Merci beaucoup Alix pour ce JT. C'est un trouble qui se manifeste dès l'enfance et qui perdure toute la vie. Nous parlons d'autisme aujourd'hui. Le TSA pour trouble du spectre de l'autisme concerne 1 à 2% de la population. Le 12 février dernier, la Haute Autorité de Santé a publié ses nouvelles recommandations. Elle formule les bonnes et les mauvaises pratiques en la matière, en matière de prise en charge et d'accompagnement de l'autisme. On en parle tout de suite avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Claire Compagnon. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Vous êtes membre du collège de la Haute Autorité de Santé. Également Danielle Langlois qui est avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de Autisme France. Un petit rappel sur les chiffres, non pas pour vous parce que vous le connaissez par cœur ces chiffres-là, mais pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, les troubles du spectre autistique concernent 1 à 2% de la population, plus l'entourage dont on parle assez peu, puisque évidemment pour un enfant ou une personne atteinte de ces troubles-là, évidemment c'est tout l'entourage, la famille, les frères et sœurs, les parents qui sont concernés. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une meilleure détection selon vous? Ou est-ce qu'on en parle plus, tout simplement? Claire Compagnon. Alors, il y a les deux choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par les politiques publiques en France sur l'autisme pour accélérer et amener un plus grand nombre d'enfants à être repérés et ensuite diagnostiqués. C'est notamment la mise en place de plateformes de coordination et d'orientation sur les 0-6 ans. Il faut savoir, et on le répète dans les recommandations de la Haute Autorité qui viennent d'être publiées, qu'on peut avec certitude diagnostiquer un trouble du spectre de l'autisme chez un enfant à partir de 18 mois. Alors on n'est pas encore dans ces niveaux de repérage dans notre pays en France, on est plutôt autour aujourd'hui, et ça s'est amélioré vers 4 ans. Mais on sait qu'un diagnostic peut être posé avec beaucoup de garanties et beaucoup de certitudes autour de l'âge de 18 mois. Donc j'ai des enfants, comme vous pouvez le constater, qui sont relativement petits, et ça veut dire qu'il y a des symptômes qui apparaissent bien avant, et là aussi qui peuvent être repérés principalement par les familles et amenés à une consultation chez un médecin, chez un pédiatre, pour essayer de comprendre pourquoi cet enfant ne se développe pas tout à fait comme les autres. On va en parler évidemment, notion de diagnostic et de repérage ensemble. Juste revenir sur les chiffres quand même, par rapport à ce que l'on dit sur l'idée d'en parler davantage aujourd'hui, Danielle Langlois, sur l'idée que parler de l'autisme, ça a toujours été un peu tabou. Alors je ne sais pas si c'est valable d'ailleurs spécifiquement en France ou partout. En tout cas, est-ce que vous avez l'impression que la parole est vraiment libérée sur le sujet et qu'on avance un peu enfin sur une façon de pouvoir toucher à ce sujet si important? Il y a eu des progrès indiscutables pour parler de l'autisme de manière plus juste, sur le plan médical, sur le plan éducatif. Mais c'est vrai que l'autisme reste un tabou, je ne sais pas, mais largement méconnu en tout cas, ou réduit à des clichés qui circulent encore beaucoup. À un bout du spectre de l'autisme, des personnes très dépendantes qui se tapent la tête contre les murs, puis à l'autre bout, le génie. L'autisme, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est quoi l'autisme? Alors parlons de cette définition, puisque c'est vrai que certains parlent de troubles envahissants du développement, des TED, d'autres effectivement du trouble du spectre de l'autisme. C'est vrai que c'est assez vague. Comment vous le définiriez, Madame Langlois? Moi, je ne définis pas. Je m'appuie sur les définitions officielles des classifications internationales. Alors, TED ne se dit plus, on dit trouble du spectre de l'autisme depuis 2013. Ce sont les classifications internationales. Donc, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc du développement précoce du cerveau de l'enfant, vraisemblablement quand il est encore à l'état de fœtus, si on n'en a pas la preuve scientifique, qui se repère à 2 séries de signes. Des signes d'altération de la communication sociale au sens large, avec toutes sortes de particularités. Et puis, tout ce qui relève des intérêts restreints, des stéréotypies, de la résistance au changement, de difficultés de comportement, c'est l'autre série de signes qui permet de diagnostiquer l'autisme. C'est une définition internationale et consensus.
Pourquoi la haute autorité, Claire Campagnon, a eu besoin de faire de nouvelles recommandations, puisque les dernières datent de 2012? Alors, les dernières concernant les enfants dataient effectivement de 2012. Il fallait prendre en compte les nouvelles classifications médicales, et notamment la transformation de cette notion de trouble envahissant du développement à maintenant trouble du spectre de l'autisme. Il fallait également plus s'attarder sur la question des tout-petits, du nourrisson, et c'est pour ça que la recommandation précise bien que le public cible, ce sont les nourrissons, les enfants et les adolescents jusqu'à 20 ans, donc presque des jeunes adultes. Et puis, il y avait un certain nombre de données médicales, notamment liées à la recherche, qui ont eu lieu entre 2012 et aujourd'hui. Et c'est pour toutes ces raisons que la Haute Autorité s'est saisie de ce travail-là, a constitué un groupe de travail présidé par à la fois un scientifique, médecin, clinicien et en même temps une mère d'une enfant autiste et par ailleurs représentante associative, pour travailler pendant plusieurs mois, 2 ans, plus de 2 ans même, sur toutes les évolutions scientifiques qui se sont faites jour depuis plus de 10 ans. Et il y en a eu un certain nombre, je peux peut-être quelques points. Il y a des aspects très importants sur la question de la précocité, j'en parlais. Oui, justement, on va les prendre point par point. Voilà. Parlons de la précocité, oui. Donc voilà, c'est-à-dire le repérage le plus précoce possible des signes d'alerte. Comment faire les signes d'alerte? Quels sont les signes qui sont les plus importants à repérer? Daniel Langlois vient de le dire, les 2 caractéristiques principales de l'autisme, c'est une altération de la communication, c'est chez les tout-petits des choses aussi simples. Un enfant qui ne suit pas du regard, un enfant qui ne répond pas à son nom, un enfant qui a des difficultés pour passer de la position assise à debout, un enfant qui a du mal à empiler des cubes, un enfant qui a des problèmes de sommeil, des problèmes alimentaires. Il y a tout un tas de signes d'alerte qui ne tendent pas nécessairement à un diagnostic d'autisme, mais qui en tous les cas doivent faire dire aux familles et aux professionnels de santé qui sont consultés par des parents qu'il y a quelque chose qui pose difficulté et qui va mettre en place un certain nombre de bilans, d'interventions. Qui nécessite qu'on s'y intéresse, en fait, déjà. C'est pas forcément la réalité, mais... Qui nécessite qu'on s'y intéresse, qui peuvent être plusieurs troubles du neurodéveloppement, parce qu'avant l'âge de 18-20 mois, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, le plus souvent, et donc qui vont permettre de mettre en place tout de suite des investigations médicales pour savoir de quoi il s'agit. Alors, pour savoir le plus vite possible, ça on l'entend évidemment, mais dans quelle mesure le fait de savoir le plus tôt possible peut améliorer effectivement la prise en charge? Il y a une notion importante qui est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de faire évoluer ce qu'on appelle la trajectoire développementale des enfants. Les enfants, ils ont un développement qui va autour du langage, autour de la motricité, autour des relations, des aspects cognitifs. Et donc, tous ces enfants-là, ils vont avoir un certain nombre de difficultés dans ces grands domaines. Dans ces grands domaines. Et donc, l'idée, c'est effectivement de se donner les moyens de regarder ces éléments-là et en intervenant de la manière la plus adaptée, le plus vite possible, et parfois même avant le diagnostic. Et on dit dans la recommandation qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le diagnostic, le bilan de toutes ces évaluations pour intervenir. Eh bien, on va pouvoir faire évoluer, modifier, certains diront, cette trajectoire neurodéveloppementale et permettre à cet enfant de progresser dans les domaines de compétences qui sont les siens et aussi dans les domaines où il est en difficulté. Daniel Langlois, à qui se fier dans ce type de moment quand on est face à un enfant dont on se pose la question, on ne sait pas effectivement et on voudrait poser un diagnostic? Les professionnels sont-ils assez formés? Oui. C'est une question de fond à laquelle il est difficile de répondre parce qu'il n'y a pas de porte d'entrée unique. La réponse logique, ce serait le médecin généraliste, qui devrait, lui, être tout de suite alerté quand les parents signalent des particularités ou des retards de développement qui les inquiètent. Alors, il y en a qui
qui savent le faire ou qui savent se retourner vers ceux qui pourront les aider éventuellement dans ce pré-diagnostic. Mais beaucoup ne sont pas formés et donc ne peuvent pas aider directement les familles. Les pédiatres, ils sont rares. Les neuropédiatres, encore plus rares, parce que ce serait vraiment la spécialité dont nous aurions impérativement besoin, mais il y a très peu sur le territoire. Dans les plateformes qui ont été créées, les PCO ont beaucoup amélioré l'accès au diagnostic, mais pas au diagnostic précoce, malheureusement, et elles ne sont pas d'accès direct pour les familles. Donc c'est vrai que cela reste très compliqué pour les familles qui se posent parfois des questions très tôt, d'avoir accès à un professionnel qui va les aider. On pourrait penser aussi à l'orthophoniste, puisque c'est un trouble majeur de la communication sociale, l'autisme. Mais en France, les orthophonistes sont limités par un numerus clausus, sont très difficiles à trouver, et parfois leurs listes d'attente sont très longues, plusieurs mois, parfois même 18 mois. Et c'est du temps perdu pour essayer de commencer des interventions précoces qui pourraient aider l'enfant. Ben oui, alors effectivement, quand vous le dites 18 mois, c'est vrai que c'est extrêmement long, lorsque surtout on parle d'un enfant qui doit être opéré dès l'âge de 18 mois, ou en tout cas très très tôt. Comment faire? La coordination déjà entre parents et professionnels est toujours assez compliquée, ou en tout cas de l'entourage. Ces professionnels, vous dites pédiatres ou neuropédiatres ou ERL sont difficiles à trouver en fonction de là où on se trouve dans le territoire, et puis la formation des professionnels. Donc vers qui est-ce que les associations, en l'occurrence, je rappelle que vous êtes présidente d'Autisme France, Danielle Langlois, mais est-ce que les associations sont aussi la meilleure des portes, des premières portes, si je veux dire, pour pouvoir commencer à comprendre ce dont on parle, trouver une personne à qui on peut échanger, avec qui on peut échanger? Les associations sont des sources d'informations très précieuses. La nôtre, elle a des délégations départementales un peu partout, donc elles connaissent bien les réalités de terrain. Parce que la difficulté, c'est de trouver sur son territoire le professionnel qui peut vous aider le plus rapidement possible. Et puis, nous rappelons qu'il faut aussi solliciter systématiquement le centre de ressources autisme de sa région, parce que l'information aux familles et l'éventuel guidage vers des professionnels compétents qui peuvent faire partie du réseau du CRA d'ailleurs, c'est indispensable. Les familles, souvent, n'ont pas ce réflexe. Donc, je rappelle que c'est le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de solliciter son centre de ressources autisme. Vous préconisez la guidance parentale, vous, à la Haute Autorité de Santé? Absolument, ça oui. C'est aussi une nouveauté de la recommandation de 2026. C'est qu'on mesure bien que pour améliorer la qualité de vie de ces enfants, mais aussi de leurs familles, qui sont très impactés par toutes ces difficultés rencontrées par leur enfant. Il faut plusieurs choses. Il faut donc un diagnostic, et le plus tôt possible, on l'a dit à l'instant. Il faut les interventions adaptées avec des professionnels qui soient formés à ces troubles du spectre de l'autisme. Et ça, c'est un gros enjeu aujourd'hui. La recommandation dit très clairement qu'elle appelle à un effort de massification de l'offre de formation de l'ensemble des professionnels qui sont concernés, et ils sont très nombreux. Et puis, la troisième chose, et ça aussi, c'est un point très important de cette recommandation, encore plus mis en avant que dans la recommandation précédente, c'est effectivement la place des familles, leur implication et leur soutien. Et c'est en mettant en place toute cette combinatoire, si je puis dire, d'intervention avec la place des familles qu'on améliore sensiblement la situation des enfants et celle des familles. Donc, effectivement, là, aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est bien évidemment le financement de cette guidance parentale, parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, elle est financée par les familles en propre. Et donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont aujourd'hui en cours dans les politiques publiques et qui vont permettre en partie de financer cette guidance parentale. Le temps avance, il y a beaucoup de choses à se dire effectivement sur ce sujet des troubles du spectre autistique. La HAS toujours recommande effectivement une scolarité continue sans interruption, en tout cas une scolarité donc en milieu ordinaire. C'est comme ça qu'on appelle les écoles classiques, publiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Danielle Langlois? Est-ce que pour vous aussi, c'est une façon bénéfique pour les enfants atteints d'autisme? Alors, la recommandation de 2026 par rapport à celle de 2012
considérablement progressé dans son niveau d'exigence pour la scolarisation des enfants, adolescents et jeunes adultes. Il convient de rappeler la loi. Je veux dire, tout enfant autiste, comme tout enfant en situation de handicap, devrait être dans l'école de proximité. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire, c'est la loi. Or, très souvent, les enfants autistes ne bénéficient pas de cette scolarité. Souvent, elles ne dépassent pas l'école maternelle. Et encore, il y en a qui y arrivent très difficilement. Entre 6 et 11 ans, cela devient très compliqué pour ceux qui ont les troubles les plus sévères. Et au-delà de 11 ans, souvent, il n'y a plus rien pour ceux qui ont les troubles les plus sévères. Alors, ce qui a une révolution qui a eu lieu en 2013, c'était la naissance des unités d'enseignement maternel autisme, qui a permis de faire comprendre que ce qui était important dans la scolarisation, c'était d'allier l'aménagement pédagogique, indispensable, les enfants autistes n'apprennent pas comme les autres, et puis le soutien éducatif, qui est assuré dans les UEMA par un service médico-social qui accompagne. Ça, c'est vraiment très important. Et si on veut qu'il y ait des scolarisations sans rupture, comme le recommande la Haute Autorité de Santé, il faut pouvoir faire la même chose, cette alliance entre le soutien éducatif et le travail pédagogique tout au long du parcours de l'enfant. Voilà, et ne pas s'arrêter à 6 ans ou à 11 ans, certains, comme c'est le cas pour le moment. Mais on sait combien on manque de personnel, combien les personnels ne sont pas forcément formés comme il le faut. La difficulté organisationnelle aussi, est-ce que réellement c'est faisable dans la pratique ? Alors, il y a un grand défi. Daniel Langlois vient de le pointer. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, si on regarde juste les chiffres, pardonnez-moi d'être un peu technocratique, mais on voit qu'en premier degré, il y a environ 35% des enfants autistes qui sont scolarisés en école ordinaire dans le premier degré. Ouais. Et quand on regarde le second degré, ils sont plus que 19%. C'est-à-dire que là, il y a effectivement une rupture qui tient à l'absence d'accompagnement pertinent, qui tient aussi évidemment dans une partie aux difficultés rencontrées par ces enfants, mais qui tient surtout à ces ruptures qui ne sont pas anticipées, qui ne sont pas appréhendées, qui ne sont pas suffisamment accompagnées. Mais anticipées par qui ? Par les ministères de l'Éducation nationale ? Par qui ? Anticipées par... Il y a à la fois le ministère de l'Éducation nationale, bien évidemment, mais il y a aussi, en général, les équipes du secteur médico-social qui accompagnent ces enfants et les professionnels libéraux ou institutionnels qui accompagnent ces enfants. On parlait d'orthophonie, on peut parler de psychomotriciens, on peut parler effectivement de psychologues qui devraient avoir une place plus importante dans l'école. Si on regarde par exemple un pays voisin, un pays européen, le Portugal, qui a développé une politique très très inclusive des enfants présentant un handicap, dont les enfants autistes, eh bien dans chaque école, il y a une équipe éducative et une équipe, ce qu'on appellerait en France médico-sociale, avec des éducateurs, des psychologues qui sont présents et qui sont renforcés s'il y a plus d'enfants présentant des handicaps dans l'école. Mais pourquoi pas en France ? Pourquoi c'est culturel alors la France ? Pourquoi on n'arrive pas ? Pourquoi les AESH continuent d'être mal payés, même s'ils ont un petit peu augmenté, mais elles continuent d'être extrêmement mal payées ? Pourquoi aujourd'hui en France on parle d'inclusion en permanence et pourtant on ne l'a pas totalement ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas ? On a une culture dans notre société française qui a mis en la question du handicap à côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout réfléchi à l'accessibilité de ces publics à un certain nombre de dispositifs, qu'on a créé des dispositifs spécifiques dans les établissements médico-sociaux et que cette transformation, elle a été initiée, elle est en cours, mais elle est encore sans doute trop lente. Qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi, Daniel Langlois ? Cette culture qui n'avance pas, enfin vous le dites vous-même, on devrait, c'est marqué dans la loi et pour autant, en pratique, ça ne marche pas. La culture institutionnelle, elle est très vivace en France, très ancienne et très vivace. Il y a encore beaucoup de monde, y compris des syndicats d'enseignants, pour dire qu'il y a des instituts spécialisés pour ces enfants-là. Leur place n'est pas à l'école. Alors que le modèle des unités d'enseignement maternel autiste me montre que c'est tout à fait possible. Mais bien sûr, c'est coûteux. On est obligé de le dire. Il faut des professionnels formés et on en manque cruellement.
Donc, c'est très compliqué de le faire pour la totalité des enfants autistes qui auraient besoin de ce soutien éducatif. Donc, et puis la formation des enseignants n'a pas avancé. Il n'y a toujours pas de formation initiale ou situation de handicap que rencontrent les enseignants. Il nous reste plus que quelques minutes. Alors pourtant, j'ai plein de choses à dire, mais enfin, ça nous donne l'occasion de pouvoir vous réinviter si vous le souhaitez une autre fois. Juste, parlons des psychotropes qui sont prescrits aussi aux jeunes enfants autistes. Alors enfants ou pas que enfants, mais en l'occurrence, on est sur School TV, on s'intéresse essentiellement à nos enfants. Oui, aux thérapies développementales et comportementales par la Haute Autorité de Santé, mais en revanche, les psychotropes, un point là-dessus. Alors, effectivement, le point majeur de cette recommandation, enfin, qui insiste là aussi par rapport à celle de 2012, c'est de dire que les interventions qui doivent être mises en place auprès de ces enfants et auprès de leur famille doivent être des interventions qui ont fait la preuve de leur efficacité. Ce sont donc des interventions comportementales et développementales. Donc ça, c'est un point aujourd'hui très, très acquis, avec encore des pratiques qui sont en la matière pas tout le temps pertinentes. Et donc c'est pour ça que la Haute Autorité a voulu réaffirmer de manière extrêmement forte cette question-là. Et puis sur les médicaments, d'abord dire qu'il n'y a pas de médicaments aujourd'hui contre l'autisme, qu'il y a un certain nombre de thérapeutiques qui sont parfois utilisées et que une très très grande vigilance doit être mise en œuvre pour que ces médicaments, lorsqu'ils sont prescrits, en particulier les psychotropes, le soient par surprescription médicale dans un cadre temporaire et extrêmement limité dans le temps, avec une réévaluation régulière de ces médicaments. Mais voilà. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Quelles sont les dérives aujourd'hui? Alors, ce qu'on a vu dans le groupe de travail qui a présidé à l'élaboration de ces recommandations, c'est que dans l'analyse qu'on fait des pratiques qui sont aujourd'hui, il y a trop de prescriptions de psychotropes chez ces enfants, en particulier les adolescents qui présentent un TSA. Et donc, c'est pour ça que nous réaffirmons de manière extrêmement forte que cette prescription doit être très limitée et toujours à l'initiative d'un médecin et en réévaluant périodiquement la situation médicale de ces enfants. Un petit point aussi, Daniel Langlois, sur l'idée, sur l'approche psychanalytique. Là, beaucoup d'idées se confrontent sur ce sujet. J'aimerais votre opinion. Il n'y a rien à confronter. La Haute Autorité de Santé a réglé le problème depuis janvier 2010 dans son état des connaissances de l'autisme en disant que l'autisme était un trouble du neurodéveloppement dans lequel les caractéristiques psychologiques des parents n'intervenaient absolument pas. Donc le problème est réglé depuis 2010 et je ne comprends toujours pas qu'il y ait des idéologues qui continuent à défendre une autre vision de l'autisme, ce qui fait de nous la risée du monde entier, parce qu'il n'y a aucun autre pays au monde où il y a encore un pouvoir donné à ceux qui inventent une définition de l'autisme, alors que partout dans le monde, on le définit comme un trouble du neurodéveloppement. Merci d'avoir fait le point, mais je voulais quand même aborder ce sujet parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de vagues et beaucoup de papiers que je lis sur ce sujet. Dernier point, est-ce que du coup, grâce effectivement à vos recommandations, à l'Autorité de Santé, grâce à tout ce qu'on se dit ici et ailleurs sur d'autres plateaux, il faut davantage légiférer aussi sur des points pour que ça puisse avancer, pour qu'il puisse y avoir un accompagnement qui soit digne des vraies demandes du gouvernement en matière de santé et d'inclusion pour tous les enfants? Alors, une des questions qui se pose, et ça fait le lien avec le sujet que vous venez d'aborder, sur les interventions recommandées et donc celles qui ne sont pas recommandées comme la psychanalyse, mais il y en a d'autres dans les recommandations, se pose la question de la force probante de ces recommandations pour les familles, pour le juge, pour les professionnels, évidemment. Et donc, nous recommandons aujourd'hui à la Haute Autorité une réflexion, mais qui appartient au Parlement, puisqu'il s'agira d'une loi pour faire ce qu'on appelle l'opposabilité, c'est-à-dire rendre ces recommandations opposables à l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès de ces enfants. Voilà, donc c'est maintenant au Parlement de se saisir, à l'Assemblée nationale de se saisir de cette question et de se demander si effectivement, par rapport à un sujet aussi important où il y a encore des pertes de chance, des inégalités de pratique sur le territoire national, il ne conviendrait pas de mettre en place l'opposabilité de ces recommandations.
Merci à vous, Claire Compagnon, membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, ainsi que Danielle Langlois, présidente de Autisme France. Merci à toutes les deux d'avoir participé au Grand JT. On va marquer une courte pause et on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Xavier Aubert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Go and Live Nacelle. Nous allons nous interroger évidemment ensemble sur une question simple mais essentielle. Le rapport des Français aux langues étrangères. Quid du défi de ces jeunes Français en matière d'éducation linguistique et surtout d'ouverture sur le monde. 3 Français sur 4 estiment qu'apprendre une langue étrangère est difficile. Pourquoi à votre avis? Pour de multiples raisons. Parce que je pense que la langue française était déjà très fortement sollicitée et protégée par nos institutions, et la culture française est essentielle d'ailleurs. Mais plus qu'une autre, plus que l'espagnol, le portugais, plus que... Disons que la culture française fait qu'on a beaucoup protégé notre langue. L'espagnol est quand même beaucoup plus international, et notamment avec l'Amérique du Sud et d'autres pays. Mais c'est vrai que on s'est beaucoup contenté historiquement du français, qui a longtemps été une langue international au niveau des ambassades ou plein de choses comme ça. Et donc, on n'a pas été justement suffisamment ouvert sur les autres. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la première des raisons. La deuxième, la difficulté à parler d'autres langues étrangères. Pourquoi? Parce que finalement, quelque part, pour apprendre une langue, il y a de multiples méthodes, multiples apprentissages, et peut-être qu'il y a un gros travail sur la méthodologie d'apprentissage aujourd'hui des langues, qui sont d'abord, avant tout, un moyen de communication et non pas un moyen sur lequel on doit faire beaucoup d'écrits. C'est vrai qu'on parle beaucoup de théorie, de correction dans l'apprentissage des langues, notamment on va prendre l'anglais qui est quand même la langue à peu près universelle. La correction, donc la théorie, la pratique écrite et beaucoup moins l'oralité. Est-ce que c'est ça qui pêche aussi dans l'apprentissage ? En fait, il n'y a pas de mauvaise méthode, mais la meilleure méthode, c'est l'hybridation, c'est varier. Le socle, c'est effectivement ce que l'on apprend à l'école, mais après, il faut aller pratiquer. Et vraiment, l'oralité est essentielle, parce que finalement, la finalité d'une langue, c'est comprendre notre interlocuteur et pouvoir lui répondre. Et c'est souvent un blocage qu'on a en France, parce que la peur de se tromper, parce que la peur d'aller vers l'autre. Donc ça, je pense que ce sont des choses qu'on peut trouver en s'ouvrant à l'autre, en allant voir d'autres cultures et en partant à l'étranger. C'est vrai qu'apprendre une langue, c'est aussi se tromper, c'est aussi vraiment balbutier, ne pas comprendre un mot, ne pas... Tout à l'heure, juste avant notre interview, je vous disais Go and Live Nacelle, vous m'avez répondu non, pas du tout, c'est live, parce que verbe et non, je l'assume. Donc, mais c'est pour comprendre effectivement la façon dont on va avoir la problématique de se tromper, d'assumer se tromper. Apprendre une langue, c'est aussi ça? C'est absolument ça. Parce que souvent, quand on part à l'étranger, on n'apprend pas une langue en peu de temps, mais par contre, on va chercher un déclic. Quand on part à l'étranger, on se rend compte que les autres font l'effort de nous comprendre quand on est étranger, et donc se tromper, c'est pas grave. Vous-même, quand vous avez un étranger qui vous parle, qui essaie de parler en français avec vous, c'est pas grave s'il fait des fautes de grammaire ou des fautes, c'est pas grave. L'important étant de communiquer, et ça donne confiance, ça donne envie. Et puis finalement, c'est le sens un petit peu de l'apprentissage d'une langue, c'est de communiquer avec les autres. Et donc peut-être que c'est la pédagogie donc, qui pêche un peu là-dessus, hein, peut-être pour certains professeurs, pas tous, évidemment on ne met pas tout le monde dans le même panier, mais cette idée que finalement se tromper, essayer d'exprimer ses idées tant bien que mal pour pouvoir in fine trouver du plaisir dans l'apprentissage des langues, c'est ce qu'il faudrait mettre en place? Il y a la pédagogie, il y a aussi la culture qui fait que l'élève a besoin aussi de se forcer à parler à l'oral, alors que parfois on peut avoir tendance à rester au fond de la classe et à ne pas parler. Donc c'est pour ça en fait que quelque part se forcer à aller vers l'autre, dans tout un tas de disciplines d'ailleurs, il n'y a pas que les langues, sortir, aller voir, se confronter, c'est toujours essentiel pour apprendre. On commence normalement à parler l'anglais assez tôt maintenant, école publique, école privée sous contrat aussi comprises. Hein, c'est-à-dire qu'à l'école publique, même donc, en primaire, on essaye, on balbutie, on apprend quelques mots. Et pour autant, ces 15 ans, 10 ans d'apprentissage ne sont pas nécessaires puisqu'on est quand même, je crois, les plus mauvais de l'Union européenne en matière d'anglais en tout cas. Bon, les autres langues, j'en parle même pas. Donc, même si on apprend, même si les pédagogies sont différenciées et donc forcément différentes, pour autant, on n'est pas très enclin.
On s'autosuffit à nous-mêmes? Il faut du temps. Il faut se remettre en question. Je pense que, comme dans beaucoup de choses, il faut se remettre en question sur les modes d'apprentissage, voir ce qui marche, voir ce qui est moins efficient. Encore une fois, moi, je pense que vraiment, une seule méthode n'est pas suffisante. Aujourd'hui, on va avoir plein d'outils qui vont nous permettre d'aller plus vite dans l'apprentissage de l'anglais, pas forcément dans l'école. Les jeunes ont accès à des contenus, que ce soit sur Internet, sur Netflix ou alors même avec l'intelligence artificielle, pour avoir un vrai support dans l'apprentissage des langues en complément de tout le reste. Oui, mais justement, il y a Amazon, Netflix, toutes les plateformes, les réseaux sociaux, et pour autant, l'anglais n'est pas mieux maîtrisé. On pourrait croire que c'est naturel, avec les anglicismes qu'il y a. Après, je suis d'accord, après, il faut tenir compte de la volonté et du sens de l'apprentissage des langues. On peut être tenté de se dire j'ai plus besoin des langues demain, ce qui n'est pas forcément Pourquoi? le cas. À cause de l'IA? À cause de l'IA, ouais. Certaines personnes pourraient se dire de toute manière, aujourd'hui, je peux avoir des traducteurs automatiques, je peux recevoir un texte en anglais, le mettre dans l'IA et me le voir traduire instantanément, et c'est déjà le cas. Donc la langue, comme de nombreuses autres disciplines, est très fortement impactée par l'IA. Néanmoins, la langue, ça n'est pas que ça. Après, on ne peut pas se parler par IA interposée. Enfin, je veux dire, c'est quand même de l'humain qui se croise, que ce soit dans la vie professionnelle ou privée. Parce que faire des blagues avec, avoir de l'humour ou des notions comme ça, des choses qui sont plus subtiles, ça va être compliqué. Mais la culture est intéressante. Alors justement, la culture, c'est aussi ça. Est-ce qu'il faut aussi, pour apprendre une langue, peu importe, le chinois, l'anglais, l'espagnol, le portugais, ce que vous voulez, est-ce qu'il ne faut pas aussi apprendre avant tout la culture du pays en question ou des pays en question? Nous, c'est notre leitmotiv, puisqu'en fait, très clairement, on prône l'apprentissage des langues, non seulement par le bain culturel et linguistique, les deux. C'est-à-dire que c'est en vivant une aventure que la mémorisation de la langue, les souvenirs restent. Et tout ça est très très lié. Et donc finalement, comprendre des choses et s'intéresser justement à la culture du pays aide à créer une mémorisation et un souvenir souvent indélébile. Moi, j'ai souvent l'occasion de dire ça, mais à des adultes, quand vous êtes partis, quand vous étiez jeune, en séjour linguistique, en voyage scolaire, quand vous êtes partis à l'étranger, où ça a créé dans votre scolarité un élément marquant et indélébile qui fait que ça a forcément marqué votre parcours. Alors effectivement, maîtriser l'anglais, ça paraît assez essentiel, assez naturel aujourd'hui. Pourtant, ça ne l'est pas encore, puisque je disais, les chiffres sont assez catastrophiques. Effectivement, c'est un point partagé. On n'est pas les plus doués en langue étrangère en France. Un point commun avec l'Espagne et l'Italie, comme le montre le classement 2024. Donc, niveau d'anglais en France, moyen, pire niveau au niveau de l'Union européenne. Un peu cata. Pour pouvoir justement partir à l'étranger, forcément, s'oppose la question financière. Comment faire pour pouvoir faire en sorte que tous les enfants, n'importe quel milieu socio-culturel, puissent avoir cette chance-là? Bon, déjà, il est vrai qu'un séjour à l'étranger, forcément, c'est un budget. Que ce soit entre le transport, l'accompagnement, les cours, l'hébergement, tous les frais sur place. Si en plus il y a des activités, c'est nécessairement un budget. Comment faire? Il y a déjà des dispositifs tels que pour les 11 ans le pass colo, ou alors les aides des comités d'entreprise, des facilités de paiement. Il y a plusieurs options qui permettent aussi à certaines personnes de pouvoir accéder à ce type de séjour. Après, on peut tabler sur des séjours plus courts, des séjours moins loin. Il est vrai qu'aller aux États-Unis, ne serait-ce qu'avec le billet d'avion et le niveau de vie aux États-Unis, Malte est une destination, ou l'Angleterre sont des destinations qui sont quand même beaucoup plus abordables. Donc il y a plein de choses comme ça qui s'adaptent. On a la vocation à travailler sur l'accessibilité à ces séjours-là, parce que c'est vrai que même si ça demande un effort financier aux parents, aux familles, c'est quand même quelque chose d'important et, comme je le disais tout à l'heure, de marquant. C'est un investissement pour l'avenir, évidemment, et le parcours professionnel des enfants. Vous parliez effectivement de l'Angleterre. Si on reste toujours sur l'idée de l'anglais, quelle différence entre l'Irlande, l'Écosse et l'Angleterre, par exemple? C'est pas du tout la même pédagogie. C'est quand même une pédagogie, mais avec des destinations qui sont différentes, déjà. Après, la culture est vraiment différente. Les familles irlandaises sont très accueillantes, les familles anglaises un peu moins axées sur cette thématique. Non, mais c'est une différence culturelle. À Malte, on va apprendre l'anglais au soleil, donc il y a des activités à côté qui sont plus fun. Tout ça sont des choses qui dépendent un petit peu des attentes par rapport au séjour que veulent faire les enfants, enfin les jeunes, et ce sur quoi sont prêts à laisser les parents.
Pour des enfants qui sont en décrochage scolaire, il y a quand même un pourcentage important aujourd'hui en France, ou alors qui sont dans une situation de vie où c'est assez compliqué, l'orientation est difficile, on ne sait pas toujours quoi faire. Est-ce qu'on peut imaginer que quelques mois aussi, dans une université, enfin dans un système, dans un établissement à l'étranger peut être bénéfique? Ça peut. On a des immersions scolaires, des séjours en immersion scolaire qui permettent effectivement d'aller suivre des cours variés, non pas des cours de langue, mais des cours tels qu'un collégien ou un lycéen étranger. Ça peut donner confiance, en fait. C'est quelque chose, dans le décrochage scolaire, il y a aussi peut-être aussi une perte de sens parfois, ou d'être un peu perdu. Partir à l'étranger comme ça peut amener de la maturité, ça peut amener des soft skills, de l'autonomie, des choses qui peuvent redonner confiance à un jeune et bien souvent il revient grandi d'un voyage comme ça. Donc chez Go and Live, vous proposez non seulement effectivement des liens avec les établissements, avec les familles aussi. Comment vous procédez? En fait, on a un réseau de partenaires à l'étranger, un vaste réseau, puisque Go and Live, c'est une association de plusieurs sociétés qui sont, dans la plus vieille, la plus ancienne va avoir 70 ans, les autres ont plus de 50 ans. Donc c'est un long partenariat de longue date avec des partenaires à l'étranger, un réseau tissé à l'international de confiance et on établit avec eux justement des actions sur lesquelles ils vont trouver les familles d'accueil, sélectionner les professeurs et après on leur envoie nos jeunes en fonction de leur disponibilité. Sur le parcours d'un étudiant, mieux vaut avoir une expérience très forte dans les langues et dans un séjour à l'étranger plutôt qu'un parcours purement français et très académique? C'est une tendance que l'on voit. Et effectivement, typiquement, on vient de sortir des séjours stages de seconde, parce que pour Parcoursup ou pour ce genre de dossier, c'est toujours bien de montrer déjà finalement un bon niveau en langue, s'il y a eu un passage d'examen, mais aussi le fait de s'ouvrir au monde, de se donner une ouverture d'esprit, c'est toujours un point positif. Ça ne peut pas être négatif. Merci beaucoup Xavier Aubert, merci d'être venu sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes président du groupe Go and Live. Merci mille fois. On va retrouver Alix Nguyen pour sa chronique. Alix, aujourd'hui on parle de la mission de Sophie Adno depuis son arrivée dans la Station spatiale internationale. C'était le 14 février, son parcours est absolument hors norme. Qui est-elle et surtout pourquoi sa mission est-elle déjà si particulière dans l'histoire spatiale française? Oui, parce que pour comprendre Sophie Adno, il faut revenir loin en arrière. Elle a 43 ans, elle a grandi dans un petit village de la Nièvre, dans une famille où, dit-elle, la curiosité était encouragée. Son grand-père était mécanicien dans l'armée de l'air. Très tôt, elle entend parler d'aviation. À 8 ans, elle dit qu'elle veut devenir astronaute. Le 17 août 1996, à 14 ans, elle regarde le décollage de Claudie Aigneret vers la station russe Mir. Ce jour-là, elle se dit, si une femme l'a fait, alors c'est possible. 25 ans plus tard, elle devient seulement la deuxième Française à voler dans l'espace. Mais entre le rêve d'enfant et évidemment le décollage le 14 février, il y a eu un long parcours. Très long. Sophie Adno est diplômée de Sup Aéro en 2004. Elle intègre ensuite l'école de l'air. Elle devient pilote d'hélicoptère militaire, participe à des opérations de secours, puis au transport des hautes autorités de l'État. En 2017, elle est admise à l'école des pilotes d'essai d'Istres, une formation extrêmement sélective. En 2019, elle devient pilote d'essai pour la Direction générale de l'armement. C'est la première femme à ce poste. Elle cumule près de 3000 heures de vol sur de nombreux modèles d'hélicoptères. Elle avait déjà tenté sa chance auprès de l'Agence spatiale européenne en 2008. Elle échoue au dernier stade. Elle retente en 2021 et en novembre 2022, elle est sélectionnée parmi les nouveaux astronautes européens. Je vous propose qu'on regarde le moment très symbolique du premier essayage de sa combinaison d'astronaute.
rêve d'enfant qui devient concret, Virginie. Absolument. Et puis sa formation a été particulièrement rapide, non? Oui, et c'est un point important. Elle obtient son brevet d'astronaute en avril 2024. Un mois plus tard, elle est déjà désignée pour une mission en 2026. Soit à peine 2 ans et 10 mois après, entre sa sélection officielle et son départ. C'est selon l'Agence spatiale européenne un record de rapidité par un astronaute européen. Sa préparation s'est déroulée en Europe, puis au centre spatial Johnson de la NASA à Houston. Entraînement technique, simulation d'urgence, stage de survie en milieu isolé. Elle a expliqué que le vol spatial est particulier. On ne peut pas faire de répétition générale le jour J. Tout doit fonctionner du premier coup. Le jour J, c'était le 13 février donc. Oui, le 13 février 2026 à 11h15 heure de Paris, elle décolle de Cap Canaveral au bord d'une fusée SpaceX Falcon 9. Avec elle, l'américaine Jessica Meyer, commandante de la mission, le russe Andrei Fediaev et l'américain Jack Attaway. Sophie s'est exprimée, c'était juste après le décollage, on l'écoute. Pour l'équipage, c'est un premier voyage. Pour l'humanité, ça n'est qu'un petit moment dans l'exploration du monde et au-delà. D'ici, on peut voir qu'on est tous connectés. Prenez soin les uns des autres et continuez à viser les sommets. C'est comme ça que l'humanité avance et qu'on se rend fiers les uns des autres. Le voyage a duré 34 heures. Pour rappel, la Station spatiale internationale, ou ISS, est un laboratoire en fait en orbite autour de la Terre, à environ 400 km d'altitude, où des astronautes vivent et travaillent en permanence. Mais pour l'atteindre, il faut s'aligner précisément sur cette trajectoire. La capsule tourne autour de la Terre à environ 27 000 km/h. Comme l'ISS, les 2 engins ont dû se retrouver exactement à la même vitesse et au même endroit avant l'arrimage. Et elle est finalement entrée dans la station le 14 février pour la Saint-Valentin au soir. Alors cette mission va durer 8 à 9 mois. Pourquoi est-ce si inédit? Parce que ce sera le séjour le plus long jamais effectué par un astronaute européen dans l'ISS, Virginie. 8 mois prévus, mais peut-être 9. À bord, elle doit participer à plus de 200 expériences scientifiques. 7 sont des contributions françaises préparées par le CNES, mais il y a un autre aspect inédit, la dimension humaine assumée. Elle a expliqué avoir préparé une playlist très éclectique pour gérer différents états émotionnels. Elle a rappelé que 8 mois, c'est long, que les astronautes restent humains, qu'il y aura des moments d'énergie et d'autres plus difficiles. Un discours assez inhabituel dans un univers spatial souvent présenté sous un angle très héroïque. Elle pourrait aussi effectuer une sortie dans l'espace. Peut-être une sortie extravéhiculaire, comme on l'appelle, c'est-à-dire quitter la station en combinaison pour travailler dans le vide spatial, n'est jamais garantie à l'avance. La décision se prend en cours de mission. Sa commandante, Jessica Meyer, a déjà effectué 3 sorties spatiales. Elle a dit qu'elle aimerait en faire une avec Sophie Adno, mais pour l'instant, rien n'est annoncé. Son aventure ne fait que commencer. Quel bonheur. Merci beaucoup. Merci Alix pour cette chronique. On va tous retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Il y a une relation particulière qui se passe souvent avec le petit-fils, la petite-fille et le grand-père ou la grand-mère. Bah oui, je trouve que ce lien grands-parents, petits-enfants, il est très précieux. Bon, ça dépend des familles, mais avant de lancer mes mots, j'ai interrogé autour de moi. Et le plus souvent, ce qu'on me disait, c'est moi, j'ai jamais osé. J'aurais tellement voulu, mais c'est trop tard. Combien de fois je l'ai entendu ça? Je me suis dit, c'est tellement regrettable. Et donc ce lien est important et peut-être que la pudeur des parents envers leurs parents, peut-être que nous on peut la casser et se dire nous on ose poser des questions aux grands-parents, même si c'est pas facile, même si c'est une génération une génération taiseuse qui raconte pas trop. Nous on pousse les codes. Toujours très pudique, effectivement. On y va. Allez, avec des questions directes et ça donne ça. Premier amour. Ouh, là c'est dans l'intimité. Hein. Ouh là là, j'ai commencé à 30 ans l'amour. Oh là là, non, là je réponds pas. Des petites fleurs. Oh, c'est plus comme maintenant, non. C'était pas comme ça avant. Non, non. Maintenant c'est rapide. Ah oui, non. Avant on faisait la cour. Oh, c'est pas quand même l'époque 1900, hein. Attention. Attention. Hein. Non. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu de frères, j'ai pas eu de sœurs, j'ai pas eu donc un environnement où on peut échanger avec des copains, des copines, papa, maman, assez strict. Ils étaient stricts, vos parents?
Un peu, oui. Mais parce que vous étiez coquine aussi, donc il fallait. Ah ouais. Coquinette, allez, coquinette. Oui, coquinette. Non, mais c'est pas négatif. Mais j'ai pas manqué d'affection, hein. Au contraire. Est-ce qu'on observe le même type justement d'habitude chez les plus jeunes, c'est-à-dire les 10-15 ans? Eux aussi, c'est essentiellement les réseaux sociaux? Ouais, essentiellement, on va pas se mentir. Après, il y a aussi, ils utilisent encore des médias traditionnels. Ils regardent encore la télévision avec les parents. Mais il y a, enfin bon, la presse écrite, on oublie. Quoique peut-être la presse jeunesse, mais voilà. Après, ça dépend aussi du territoire. Est-ce que c'est un public favorisé, ou est-ce que justement, moi ce que je trouve cool aussi des réseaux sociaux, c'est justement que les réseaux sociaux enlèvent toutes ces barrières d'inégalité. En fait, on sait très bien que par exemple avant on avait aussi ce truc de on écoutait les médias traditionnels avec nos parents. Aussi, par exemple, quand on avait un abonnement à une presse écrite, c'était pas tout le monde qui avait un abonnement à une presse écrite. Aujourd'hui, ça enlève quand même des barrières sociales, et ça c'est très chouette aussi. Et ça, on le voit aussi dans l'éducation aux médias, quand on va à travers les territoires, on voit qu'il y a certaines barrières qui sont un peu écroulées, et c'est bien aussi de le voir. Est-ce qu'il y a certains thèmes qui reviennent souvent, du coup, de la part de nos aînés? Selon leur âge, oui. On a beaucoup parlé de la guerre. Donc ils l'ont plus ou moins vécu selon les régions, selon les âges. Mais on en a beaucoup parlé parce que mine de rien, ça a marqué leur enfance. Bien sûr. Leur enfance n'a rien à voir avec la mienne, avec la nôtre. Ouais. Et c'est ça qui est le plus choquant, je trouve. C'est que bon, on n'a pas tant d'années d'écart que ça. Bien sûr. Et leur Est-ce enfance, que ça résonne encore plus d'une manière particulière aujourd'hui? À l'heure où on vit, c'est pas un secret. Effectivement, il suffit d'allumer sa télé, de regarder les chaînes d'infos pour voir qu'effectivement, il faut peut-être pas grand-chose pour que ça bascule. Et du coup, j'imagine que tous ces récits ont une résonance particulière, parce qu'il y a encore... Il y a aussi les fake news qui sont non intentionnelles, c'est-à-dire le fait de participer aussi à propager une fausse information sans le savoir, et ça aussi, ça augmente le potentiel de viralité de ces fausses informations. Bien sûr, aujourd'hui, une fausse information a beaucoup plus de chances de circuler que sa vérification. Donc aujourd'hui, on est un peu tous responsables, en fait. On est tous un peu sur ce bateau, et on doit tous faire un peu attention à comment on agit sur les réseaux sociaux. C'est hyper facile de repartager un truc parce que ça nous a fait peur, parce que ça nous a fait revivre quelque chose. Aujourd'hui, ça va être notre objectif à tous personnel, en plus de savoir utiliser les réseaux sociaux et de ne pas partager quelque chose immédiatement. Il faut prendre le temps, il faut regarder l'information, se dire qu'est-ce qui est dit, ça vient d'où, c'est quoi le contexte. Les ados, ils aiment bien regarder, et moi je trouve ça super bien aussi, les commentaires. Par exemple, sur TikTok, en fait, on a plein de petits enquêteurs qui enquêtent pour nous, et ça, c'est trop bien, qui regardent et qui disent « Attention, ce compte, il n'est pas fiable. Attention, cette vidéo, elle ne date pas des attentats. Ça a été diffusé avant. » Donc, je pense qu'on a tous notre responsabilité. Il faut tous qu'on soit responsables ensemble. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Alix, d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain. Demain et après-demain. Et après-demain. Chouette semaine, j'y suis arrivée à le dire. À la réalisation ce soir, c'est Mani Pézèche, qu'au son, Saïd Mamou, maquillage, Amélie Schwickert, Siam Carbouche et Elodie Wilfried, et la rédaction. Très belle soirée, donc à demain. Bye.